Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Alors, je suis allée dans un château en Roumanie pour voir Dracula. Oh. Bah, Dracula. Bouya. Bonsoir et bienvenue sur cette incroyable blague d'intro qui entre Déjà direct... peut-être la meilleure de la saison. Et c'est ce que j'allais dire. Elle entre direct au Panthéon, ça y a pas de souci. Nous sommes dans la 220e émission de Comics Outcast. Oh là là, ça avance, on ne s'arrête jamais. On ira jusqu'à l'éternité, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, ce soir, prenez un petit chocolat, prenez une petite limonade, je ne sais pas, mettez-vous bien au chaud parce que ce soir, c'est soirée pyjama, on est en tout petit comité. Cosy. Autour de moi, j'ai deux animateurs qui sont XT et Regen. Et voilà, donc on va se faire une petite session peupouse. Tranquillou. Oui. Alors, XT, comment vas-tu ? Ça va. Hein. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Qu'est-ce que j'ai lu en ce moment Qu'est-ce que j'ai bien pu lire J'ai lu le The Riddler de Paul Dano, du coup, très récemment. Dernière chose que j'ai lue, je crois. C'était très très bien. Ouais, ça t'a plu ? De manière plutôt surprenante. Je m'y attendais pas à prendre autant de plaisir. Ok. Et toi, Regen, comment ça va ? Mais écoute, on fait aller une petite toux pour changer, mais ça va. Oh, Merci pour le montage. Merci pour le montage, oui. Et toi, que lis-tu en ce moment ? En ce moment, eh bien pour le club de lecture de Comics Podcast du Discord, coucou à tout le monde, je relis du coup 8 Billion Genies, qui est sorti chez Panini. Et on avait review en VO les 3 premiers. Du coup là, je continue la suite pour voir un petit peu ce que ça donne. Et si ça tient la route jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous parler vite fait de ce club de lecture qui anime du coup le Discord dont j'aurai l'occasion de faire la pub un peu plus tard ? Tout à fait. Donc depuis ce mois-ci, et conjointement décidé avec la commu, comme on dit, on a essayé de faire un petit club de lecture tout simple, tout sympa, directement dans le Discord. Donc chaque mois, les participants pourront proposer un comics disponible en VF. Et nous votons pour celui qui nous donne le plus envie de lire. Et celui qui gagne, on fait une lecture et on débriefe ensuite à la fin du mois pour en parler tous ensemble. Mais c'est vachement bien comme principe. Oh là là, si seulement auditeurs et auditrices vous étiez sur le Discord de VHS pour pouvoir participer à notre club de lecture. Mais ne bougez pas, je vous en parle tout à l'heure. Quant à moi, bien évidemment, je suis Luxbox. Bien évidemment, oui, vous commencez à... tu es au courant que tu es Luxbox. Voilà, moi je sais. Normalement, vous savez aussi parce que on est proche quand même. Vous nous écoutez régulièrement. Pas plus de 15 C'est quoi ton prénom déjà ? C'est vrai que j'aime bien donner les prénoms à la volée, sans faire exprès. Faire des reveals comme ça. Voilà, donc je suis Luxbox et je serai votre hôte ce soir, bien évidemment. Quoi toi en ce moment du coup ? Qu'est-ce que je lis en ce moment ? Moi, je viens de terminer un franco-belge qui est Beowulf, dessiné par Boulet. Sympa. Et c'est vachement bien, c'est l'histoire de Beowulf, je crois qu'on prononce comme ça. Beowulf, enfin bref, cette légende-là, mais transposée avec des enfants. Et c'est vachement fun. Je pense qu'il va y avoir une suite et si c'est le cas, j'ai trop hâte. À déguster avec un bon croissant. Exactement, ça aussi on vous en reparlera tout à l'heure. Oh là là, que de teaser. Bon, en attendant, on va lancer la première partie de l'émission. À vous les studios, Magnéto Serge, je ne sais pas. Jingle. À vous Cognac G quoi. Oui, surtout faut arrêter le Cognac G. Alors, les reviews, qu'est-ce que c'est ? Nos petits chroniqueurs se sont chargés de lire les 3 premiers chapitres d'une série qui vient de sortir ou non. Et ils vont nous donner leur avis. Je vais commencer par XT. D'accord. Voilà, vas-y, balance. Alors, de quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler de choses qui font mal, des choses qui font mal au cœur, des choses qui touchent... Les impôts. Oh ça m'a fait mal au porte-monnaie, ce qui n'est pas du tout ce dont je vais parler. Ok. Des choses qui vont être douloureuses pour certaines et tendres pour d'autres. Évidemment, je vous parle d'un grand mythe, celui de Dracula. Et plus précisément, son itération sous le label Universal Monsters Dracula. Écrit par James Tynion Force et Martin Simons. Et donc, qui sont ces deux messieurs ? C'est une équipe qu'on retrouve, un duo qu'on retrouve pour Department of Truth, typiquement.
Donc on les a déjà vus à l'œuvre sur une série plus régulière. James Tynion Ford, vous le connaissez pour des titres bien plus... un titre qui a défrayé la chronique cette année à Angoulême avec The Nice House on the Lake. Et entre autres titres... voilà. Donc c'est édité chez Image Comics et c'est en 4 numéros. Et pour l'occasion, j'ai un peu triché et je suis allé au bout. Aïe, aïe, aïe. Parce que bon, évidemment, le thème n'a rien de particulièrement magique. On va parler de Dracula et ce n'est qu'une nouvelle itération, si je puis dire. Une adaptation un peu libre sur certains points, mais qui ne va pas réinventer particulièrement la roue, ou ne va pas vous présenter de twist particulier. Donc on va vraiment, dans celui-là, on va vraiment se concentrer sur les événements à Londres. On va même pas vraiment avoir le passage sur le bateau dont j'ai oublié le nom. On en parle, mais on ne fait c'est par là qu'on commence, c'est quand le bateau est arrivé et que tous les marins sont morts, auxquels on accuse une personne qui a survécu, qui est Renfield, qui était sur le bateau a priori et qui les aurait tous tués. Il est accusé en tant que tueur. Et qui s'occupe de lui? Eh bien, on a le père de Wilhelmina Murray et John Harker, qui est un médecin, qui vont consulter notre Renfield en tant que psychologue. Et en fait, l'idée pour eux, c'est de se dire, bon, il va falloir sauver Renfield. En fait, ils veulent analyser Renfield comme un animal de foire, comme on pourrait l'imaginer à l'époque, sur ce côté malade, enfin, comme examiner les cerveaux malades, comme ils pourraient faire à l'époque, un peu toute cette partie un peu buesque dans la médecine. Donc après, très vite, en fait, on part sur les bases très rapides où on a sur ce Dracula qui va être aperçu en fond, qu'on ne verra pas forcément directement au premier numéro, qui va faire ses premières victimes. On va essayer d'avoir nos docteurs qui vont rencontrer Van Helsing pour essayer de comprendre un peu mieux les menaces que profère Renfield en parlant du maître, le fameux maître, qui pourrait... à qui il voue dévotion et à qui il se donne tout entier. Et aussi, on suit notre personnage de Mina, qui, elle, est beaucoup plus... elle reprend son mythe, et en gros, elle va être celle qui, pendant que notre cher Renfield sera au cachot, va s'intéresser à lui. Et donc, en s'intéressant à lui, Renfield va commencer à avoir une certaine amitié pour elle, ou une certaine, en tout cas... pas amour, on va peut-être pas aller jusque là, mais en tout cas un sentiment de proximité envers elle, parce qu'elle lui aura parlé relativement gentiment et relativement sympathiquement, quoi. Parce qu'elle aussi, elle est curieuse. Et voilà à peu près l'histoire. Et après, on va se concentrer sur la suite de comment Wilhelmina va être son ami vont être mordus par Dracula, kidnappés, comment Renfield sortira jusqu'à un final relativement classique. Maintenant, sans rentrer plus dans les détails, il y a quelque chose plutôt bien là-dedans dans la lecture, que j'ai trouvé ça très bien. C'est tout le mythe de Dracula. On a une vraie construction du mythe de Dracula qui est vue derrière les yeux de Renfield. Donc toute sa description, tout ce qu'il est, tout ce qu'il devient, n'est vu que sous les yeux de Renfield. On n'a pas vraiment de plan direct sur lui. Les pages ne sont pas spécialement sur lui, il est toujours caché via ses vêtements ou quelque chose comme ça. Il est vraiment rarement montré directement. D'autre part, par contre, on a John Harker et Wilhelmina Murray, qui sont quand même des personnages très importants dans le mythe de Dracula global, qui sont assez absents à vrai dire. Même le reste des personnages sont absents, mais eux particulièrement sont assez absents. Et malheureusement, en fait, on n'a pas vraiment de motivation de personnage, et on a... Et malgré en fait, on va voir Wilhelmina va être là pour donner un peu d'humanité au personnage de Renfield, en gros, qu'il avait perdu avec son maître. Mais on a vraiment un truc qui est triste, à mon goût, hein, c'est que Dracula, c'est aussi quand même le mythe des vampires. Et le mythe des vampires, c'est aussi beaucoup sur la sexualité. Et il n'y a rien sur le sujet là-dedans. C'est clairement évacué d'un revers de la main. C'est assez particulier. On se concentre vraiment uniquement sur la partie horreur, en fait, ou en tout cas construction du mythe de Dracula. Et c'est ça où le livre réussit à faire quelque chose. Le truc, c'est que c'est pas l'écriture qui fait ce luxe-là. C'est vraiment pas l'écriture qui réussit à rendre ce mythe attachant.
non, enfin attachant en tout cas cultissime, c'est bien le travail de dessin de Martin Simons. Et c'est en fait c'est là où je suis partagé entre, quand j'ai lu ce livre, j'étais vraiment très partagé entre me dire ah quand même quel travail graphique impressionnant parce qu'on a des superbes pages qui sont, enfin c'est des tableaux quoi. Et il s'est donné, Martin Simons s'est vraiment donné à fond et tout le travail, toute la réussite de ce qui a pu être fait là-dedans pour moi lui revient. James Tynion Ford n'est là que pour adapter quelques dialogues et je trouvais ça extrêmement décevant de sa part. C'est une platitude assez pauvre. Je trouvais que ça raconte pas grand-chose dans sa manière, dans son dialogue, mais que tout se fait uniquement via l'image. Alors, évidemment, on est sur une BD, donc tant mieux, d'une certaine manière, hein, ça reste le médium principal, mais malheureusement, je trouve que le texte qui l'accompagne est assez triste, en fait. Donc ça m'a particulièrement déçu. Au final, en tant que lecteur, si vous connaissez déjà très bien l'histoire, vous ne serez pas surpris, vous n'aurez pas de twist, mais pour autant, vous n'aurez pas la satisfaction de le relire, d'avoir une relecture un peu sous un autre angle, sous un autre angle historique, au niveau scénaristique, on va dire. Ça ne sera uniquement que sur la partie mythique de la chose. Et donc, tout ce qui est moments émotionnels sont relativement balayés, sauf éventuellement un peu à la fin, qui est d'ailleurs plutôt belle. C'est la chose que je sauverais de la partie narrative, c'est surtout la fin, ce qui est déjà pas mal. Et donc, c'est à peu près ce que j'en garde. Et ce qui m'embête, par contre, James Tynion Ford, c'est que je trouve qu'il fait moins d'efforts. Il a dû faire beaucoup de travail de commande. Et je me demande si ça en fait pas partie, tel que le Blue Book dont on avait pu parler avant, où il ne ménage pas trop ses efforts en fait il ménage ses efforts au contraire plutôt pour rendre quelque chose d'intéressant, alors qu'il en est clairement capable. Hein. Quand on parle de Department of Truth, là il se donne à fond. Là on a vraiment quelque chose d'impressionnant en termes narratifs. Et là là c'est vraiment, le narratif est là, mais grâce au dessinateur. Et c'est vraiment ce que je trouve là-dedans. Et ce que je vous conseillerais au moins de regarder ce qu'il y a là-dedans, parce que Mamma Mia, c'est magnifique à certaines planches, quoi. Effectivement, j'ai jeté un coup d'œil aux images et c'est beau, c'est très beau. Mais bon, ça reste personnel, mais effectivement, c'est très beau. Je me demandais, tu disais que tu avais tout lu. Du coup, tu as lu combien d'issues ? 4, du coup. 4 ? Bah, ça va vite. Oui, c'est pour ça que je suis allé au bout. Il y aura une suite ou pas ? Non. Non, c'est... Enfin, peut-être que ça... Vu que ça parle de Universal Monsters, et que je crois qu'ils... Enfin, je sais plus quel personnage, ils en ont fait un autre. Ça a déjà été annoncé, effectivement, voilà. Ce sera la créature du mari. Voilà. Ah, d'accord, donc ils vont tous continuer nous à les faire. exploiter les personnages de la Hammer. Ouais. Peut-être qu'on en aura des crossovers, ce genre de choses. Ok, très bien. Et toi, Regan, qu'en as-tu pensé ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors déjà, je sais pas si tu l'as dit, du coup, on est vraiment sur la version Bram Stoker de Dracula au niveau de la narration. D'accord, l'histoire originale. Donc le film que vous connaissez, etc. On est dans cette ambiance-là. Par contre, c'est marrant de voir que le choix visuel pour Dracula, même si comme il l'a dit, on le voit très peu, ça reste plutôt une menace diffuse, c'est plutôt Bela Lugosi pour le coup. Au niveau du coup, il y a une certaine toujours élégance dans ce genre de personnage. Bon, déjà pour évacuer effectivement la question du graphisme, c'est vraiment magnifique, clairement. Il y a des vibes Dave McKean qui ressortent de certaines planches, le travail de mouvement qui est très présent dans le comics. C'est très 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 beau. Évidemment, un gros jeu sur la couleur, tout ça. Donc c'est fort sympathique. Alors effectivement, ça n'invente rien, ce n'est pas le but non plus. Pour autant, je serais peut-être un tout petit peu moins salé dans le sens où je trouve que même si il y a clairement un côté travail de commande, puisqu'il n'est pas là pour inventer la poudre. Encore une fois, l'histoire est connue. Et c'est plutôt la manière de le narrer qui fonctionne plutôt pas si mal, je trouve, entre les échanges, entre les personnages, etc. Clairement, de toute façon, en 4 numéros, tu vas pas faire grand-chose. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vraiment une tranche du personnage qui est présenté. Mais je trouve qu'il y avait quand même... ça se déroule bien, en fait. C'est pas ça révolutionne rien du tout. Mais le déroulé est assez fluide, je trouve, au niveau de la narration. Et on passe du coup pas un mauvais moment. Et clairement, au bout de la 3e, on se dit j'y suis, je fais la 4. Enfin, franchement, il n'y a pas de souci. On n'est pas mécontent d'être là. Pour autant, effectivement, l'exercice en lui-même,
Vu, revu, oui, effectivement. Enfin, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'intrigue supplémentaire, il n'y a pas de... Voilà, donc... C'est même pas ça qui me dérange, c'est même j'ai même pas trouvé ça osé de manière narrative. En fait, ce que j'ai trouvé osé, c'est la partie de prendre le point de vue complètement de Renfield, et ça, c'était intéressant. Mais je trouve que ça marche. C'est la nature de sa narration, justement, que je trouve intéressant. Et ça marche à moitié, tu vois. Je trouve. Enfin, moi, en tout cas, parce que là, ça va. C'est juste que, tu vois, je trouve que tu as eu raison d'en parler. Blue Book est un exercice beaucoup plus scolaire, je trouve, que là. Blue Book, c'est vraiment, vous l'avez review, hein, de toute façon, il y a un côté, c'est limite, il a pris la page Wikipédia, il l'a transformé en image. Hein. Enfin, comme on vous l'a dit, c'était un petit peu ça. Ce que j'ai bien aimé, tu l'as dit aussi, c'est ce côté menace diffus de Dracula. On le voit jamais complètement, c'est plutôt la menace qui pèse sur l'ensemble de la narration. Non, on passe pas un mauvais moment, c'est juste que, est-ce que c'est un indispensable ? Non, évidemment que non. Voilà. Dans un monde où il faut faire des choix, effectivement, par contre, est-ce que la beauté du comic suffit à vous le recommander ? Difficile. Feuilletez-le déjà, peut-être, pour apprécier les jolies planches, mais sympa sans plus, très clairement. Je rajouterai un dernier point. Dracula ne dit mot dans aucune. Tout à fait. Dans C'est vraiment le. Vraiment, Ok. c'est vraiment la construction du mythe de l'horreur là. C'est ça. Quoi. Mais moi, ça m'intéresserait comme cadeau à un fan d'horreur, par exemple. Pensez-y pour la Saint-Valentin. Et bonnes ambiances. Merci beaucoup pour cette petite chronique sur donc Dracula. Avis mitigé plus, on va dire. Très bien. Je vais repasser la parole à Regen. De quoi vas-tu nous parler ? Je vais vous dire que je peux faire ça toute la journée. Tu préfères ça toute la journée ? Je peux faire ça toute la journée. Oui. Évidemment. On va parler de Captain America, Oui. version 2023. Aux commandes JMS pour les intimes, donc Joseph Michael Straczynski, célèbre scénariste globalement, pas que dans les comics. Pour vous donner une idée, il a écrit du Babylon 5, il a écrit du Rising Star, Midnight Nation, Spider-Man, Silver Surfer, Supreme Power, enfin la liste est infinie, qui a plutôt une bonne cote globalement. C'est plutôt un scénariste qui a plutôt bonne réputation. Il a malheureusement pour lui eu des petits soucis de fin de run souvent qui lui étaient reprochés, parce qu'il commençait les trucs et il finissait pas. Mais globalement, ça se passe plus. C'est plutôt le haut du panier en général quand il se donne du mal. Côté dessin, on a Jesus Seiss, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a fait notamment du Doctor Strange, du Punisher ou encore du Star Wars. Côté couleur, nous avons l'indéboulonnable Matt Hollingsworth qui a fait énormément de magnifiques choses comme Tokyo Ghost, The Wake, Catwoman et tutti quanti. Et pour être complet, au lettrage, Vici Jocaramagna et Jay Bowen au logo et au design. Comme on vous dit, c'est un truc qui revient assez souvent maintenant pour agrémenter les comics. Donc Captain America 2023, une ongoing, j'ai envie de dire, évidemment, pour un personnage aussi. Rappelle ce qu'est une ongoing. Tout à fait, une ongoing, c'est-à-dire un comics qui n'a pas de numéro limité dès le début. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien il y aura de numéros, c'est une histoire qui se déroule dans le temps et on verra 5, 10, 15, 20, 50, 200, 1000 numéros comme on a connu certaines séries. C'est l'inverse d'une limited série où on sait qu'on va en avoir pour 5 numéros avec un début et une fin. Et donc, Captain America 2023 s'ouvre sur Steve Rogers, qui, en bon américain, spoiler alert, Steve Rogers et Captain America, Incroyable. qui, en bon américain, décide qu'il est temps de devenir propriétaire terrien. Oui, écoutez, son appartement d'enfance est menacé de démolition et tous ses voisins menacés d'expulsion. Il dit c'est le moment ou jamais de casser sa tirelire et d'acquérir le bâtiment et de remettre tout ça en état. Tout cela ramène forcément des souvenirs d'enfance, ancien immeuble où il a vécu. Et on va donc du coup en profiter pour suivre en parallèle une période où Steve a dû vivre sans ses parents, malheureusement mort prématurément, et avant qu'il s'engage pour devenir le super soldat que l'on connaît, et qui met les pains à Hitler, bien sûr, comme on le sait. Donc une vie en parallèle entre une vie de petits boulots, de miettes, de pain, alors que le fascisme monte et que même en Amérique il y a des promoteurs, si je puis dire. Et de l'autre côté, conjuguer une vie de super-héros avec celle de bons voisins. Ça vous rappelle sans doute quelque chose, on aura l'occasion d'en reparler sur le bilan.
Et pour corser le tout, bien sûr, dans la période actuelle, un certain démon immortel appelé Asmodée, rien à voir avec les jeux de rôle, hein, J'allais dire, c'est pas un jeu de société, ça. qui, prenant possession d'un riche magnat cherchant l'immortalité, va mettre en place un mystérieux plan avec l'aide d'anciens de l'AIM autour de ce qu'il appelle les Nexus Points, les agents du changement. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un Nexus Point ? Eh bien, le personnage d'Asmodée, donc l'immortel, va nous expliquer qu'en gros, dans la timeline, dans la vie du monde, il y a des moments où des personnes peuvent changer le monde. Les Martin Luther King, ce genre de personnages, etc. Et que, en grand méchant, lui veut éviter tous ces genres de personnes qui viennent dévier un agenda que peut avoir des démons. Et donc, le but est d'empêcher l'avènement de ce genre de personnes avant qu'il puisse peser sur la destinée du monde. Donc, en gros, même pas besoin d'être un super méchant si tu empêches carrément qu'il y en ait pour le montrer. Donc, un plan assez osé, finalement, puisqu'il va s'attaquer à des personnes qui n'ont rien fait, à l'aide notamment d'un personnage qu'on découvrira comme étant un serial killer, littéralement, qui va un serial killer, qui va faire les basses besognes pour essayer de se débarrasser de ces fameux personnages. Et donc, effectivement, Captain America qui va devoir littéralement retaper de la plomberie le matin et aller aider Sue Storm à vaincre Annihilus pour la 10e fois de la journée. Il va être un peu claqué, le pépère. Ça va pas être évident. Et effectivement, il va se rendre compte aussi qu'il risque aussi de mettre en danger ses voisins lorsqu'il est de retour à la maison. Et donc, on va voir cette alternance entre le passé. Oui, alors j'ai peu expliqué sur le passé. Donc, sur la partie sur le passé, donc on va voir donc, ces petits boulots. Il va essayer de se sortir un petit peu de la rue, gagner 3 francs 6 sous. Et comme je disais, c'est une période où, aux États-Unis, les choses n'étaient pas encore engagées et très claires. Donc, il n'y avait pas encore de participation active dans la guerre mondiale. Ce n'était pas encore à ce moment-là. Et donc, certaines voix s'élèvent avec des gens avec des drapeaux rouges et des croix par-dessus qui expliquent que c'est le bon choix à faire, qu'en bon américain, il faut choisir le sang pur et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et bien sûr, Steve, déjà à l'époque, super soldat ou pas, va évidemment leur dire qu'ils peuvent aller se faire voir là où ils pensent. Alors forcément, quand on est un petit gringalet, il va se faire tabasser à de nombreuses reprises, mais comme je viens de le dire au tout début, il peut faire ça toute la journée, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour les 2 setups qui vont dérouler. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, que sur les 3 premiers, honnêtement, on en est là à peu près. Il y a 2-3 éléments qui avancent, mais c'est le gros du setup. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'en ai pensé que c'était très très cool. C'était vraiment très très cool. Du bon JMS, comme on disait. Bon, des fois, il y a des hauts et des bas, mais c'est plutôt du bon JMS. Il n'est pas là pour cachetonner. C'est-à-dire qu'il a l'air de vouloir vraiment créer son histoire, de la laisser se développer. Ce qu'on a, pour info, dans les comics, c'est malheureusement trop souvent, c'est un gros auteur ou un gros dessinateur qui vient faire 3, 4, 5 numéros et qui après dit merci, au revoir, je laisse la place aux autres et advienne que pourra. Là, on sent que son histoire est censée se développer quand même dans le temps et forcément, ça donne envie d'en voir plus. Alors évidemment, comme vous l'avez compris, quand j'ai fait le clin d'œil, il y a des parallèles qu'on peut faire avec d'autres auteurs sur des personnages comme Hawkeye. Donc pour information, Hawkeye a eu un run de Fraction et Hara, donc Matt Fraction et David Hara, qui revenait sur que fait Hawkeye quand il n'est pas avec les Avengers. Et donc il y a tout ce délire de voisinage, d'aider un immeuble en décrépitude et ça. Donc on retrouve quelques similitudes là-dessus, mais c'est pas pour me déplaire parce que c'est un excellent run pour le coup. Il y a évidemment de quoi faire plaisir à XT, mais je laisserai en parler tout à l'heure. Vous vous doutez bien. Le dessin est propre. Le dessin est propre, pas de grande fantaisie. C'est carré, ça marche bien, il n'y a rien à lui reprocher. Moi, je trouve ça plutôt efficace. La colo est peut-être un peu basique de temps en temps, mais globalement, ça marche bien. À noter J'ai peur qu'elle vieillisse un petit peu. Ouais, alors je suis d'accord, il y aura peut-être dans le temps, ça risque de vieillir un peu. Ouais. Mais pour l'instant, honnêtement, ça va plutôt bien. Parce que la colo fait très numérique en fait sur certains éléments.
Il y a quelques chouettes procédés narratifs que je ne révélerai pas parce que c'était sympa, notamment sur une enquête sur un meurtre à un moment donné. L'idée est extrêmement sympa et très bien menée. Je sais que ça fait du teasing, désolé, mais Ouais, ça je vaut confirme. le coup que de ne pas vous le dire pour que vous voyez que si vous le disiez. Je vois de quoi il parle. Mais Cet voilà, homme a raison. c'est vraiment très très cool et c'est assez malin comme procédé. À noter dans le comic, je voulais le dire à l'oral pour tous nos fans de jouer, un certain personnage fait une différence nette entre poupée et figurine. Ce n'est pas la même chose. Clin d'œil, clin d'œil. Donc globalement prometteur, avec des intrigues intéressantes. Franchement, ça donne envie, tout simplement. Alors oui, effectivement, est-ce que ça passe le mur d'Adrien ? Je pense quand même que oui. Parce que, alors le mur d'Adrien, c'est pour dire qu'est-ce qu'on a assez d'éléments pour donner envie de voir la suite, que ce soit pas juste une intro où il y a zéro info. Je pense que oui, on a assez d'éléments pour nous donner envie de continuer. Et franchement, j'ai passé un bon moment et je vais continuer avec grand plaisir pour le coup. Ça donne grave envie. Bon, moi, j'aime bien Captain America, donc je suis Ça pas objective, mais ça donne grave envie. Qu'en as-tu pensé, XT ? Eh bien, écoutez, j'ai beaucoup aimé. Ce petit suspense. Alors, évidemment, il y a sa commence déjà par la première chose. Un King que j'aime beaucoup, des nazis qui se font péter la gueule. Évidemment, ça ne peut que bien commencer. Et pourtant, même s'il y a ça, souvent Captain America est un personnage qui a tendance à me laisser un peu de marbre. C'est pas un personnage que j'ai toujours trouvé très passionnant, un peu à l'image d'autres personnages qui peuvent être un peu... Enfin, c'est pas qu'il soit lisse, loin de là, mais c'est pas les personnages que j'ai le plus aimé. Mais là, par contre, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'en fait, JMS n'y va, donc JMS Michel Straczynski, n'y va pas avec le dos de la cuillère sur ce qu'il a envie de raconter. Vu la période actuelle, et on dit vu la période actuelle, mais ça fait depuis 6-7 ans, 10 ans, presque 10 ans maintenant, malheureusement, aux États-Unis sur la politique, et pareil qu'on pourrait retrouver, mondial d'ailleurs, en Occident en tout cas. Il n'essaye pas d'aller dans la subtilité de certaines choses. Alors, il y va sur comment le fascisme arrive et s'insurge doucement dans les mœurs de société. Comment ça arrive, comment on peut les combattre à sa manière, et que on va pas les combattre sur le terrain des idées, mais en leur pétant la gueule. Et ça, il le dit clairement. Enfin, c'est dit. Un autre point aussi, c'est qu'il va prendre un angle hyper social qui n'est peut-être pas trop, qui a peut-être un terrain peut-être plus pour Spider-Man qu'un Captain America peut-être dans cette manière de le faire, c'est-à-dire presque cette partie un peu plus vraiment de manière sociale, de comme on a de communauté à essayer de construire quelque chose en communauté pour tout le monde, faire des efforts, du socialisme quoi en fait. Attention à les gros mots là. Voilà, sur les gros mots bien sûr, mais on est quand même plus sur quelque chose de ce genre-là sur le personnage, qui est moins ce qu'on pourrait avoir de Captain America, qui au contraire a tendance à représenter un côté très patriotique du truc, et là c'est moins le cas. Un truc qui m'a un peu dérangé, mais je pense que c'est ma perception personnelle du personnage, et le fameux pas mon Captain America, mais pour moi c'est un personnage très chétif, et avant qu'il devienne Captain America il a toujours été décrit comme ça, et là en tout cas dans tout ce que j'ai lu, et là c'est un personnage beaucoup plus actif et beaucoup plus engagé. Enfin, c'est pas une baraque quand même quand il est jeune. Hein. Non, mais il est hyper Ça reste engagé. une allumette, Non, quoi. oui, non, Oui. mais il est tout cas, je suis d'accord. Mais il est beaucoup plus engagé que quand tu le vois. Tu veux, l'engagement Captain America, pour moi, se fait quand il devient Captain America, tu vois. Mais Ouais, c'est peut-être plutôt et ta perspective de la chose. oui, voilà, c'est pour ça je Pour moi, mais à il chaque fois que était- tu il le était vois, comme ça avant le Super Sérum pour moi. ouais, moi, j'ai pas l'impression Non, quand non. j'ai tout ce que je lu, mais bon, bref, peut-être que j'ai pas tout lu non plus du personnage, donc je veux pas trop m'attarder dessus non plus. Après, je suis d'accord que pour la partie intrigue, il y a des super choses qui se dessinent. Moi, je trouve ça plutôt positif. On a des personnages les personnages sont distillés. Alors, on a plein de personnages univers Marvel qui vont venir ponctuellement ponctuer l'intrigue. Ils sont pas toujours très bien présentés pour autant, mais on n'a pas forcément la nécessité. On n'a pas la nécessité de nous montrer, de savoir qui c'est pour comprendre l'action. Et ça, c'est plutôt bien fait de sa part aussi. C'est parce que on a déjà vu dans d'autres œuvres, typiquement où je pense à Flash qu'on avait revu il y a pas si longtemps, où il vaut mieux avoir un petit peu de background. C'est pas si facile que ça à intégrer nos personnages, quoi. Donc moi, vraiment plutôt positif, pareil. Ça me va. C'est le genre de lecture que j'aime bien avoir, c'est-à-dire
des nazis qui vont se faire péter la gueule, quoi. Des histoires de serial killer pan. Ça me va bien aussi. Et puis voilà. Je rajouterais juste un tout petit détail. Donc, les deux intrigues qu'on a en parallèle sont plutôt équilibrées, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est au détriment de l'autre. Par contre, on n'a pas tout de suite le rapprochement des deux. Le rapprochement des deux. On sent que ça va venir. On sent que ça va venir, mais on n'a pas encore le rapprochement des deux entre les deux. Il y a combien d'issues qui sont sortis là 3 piles 5. 5. Ok, ça laisse le temps de voir un peu venir. Très bien. Merci beaucoup. Donc Captain America Run 2023, c'est donc un oui. Complètement. Complètement un oui. Ok, bah pour ma part, pour ma petite review de ce soir, De quoi tu vas donc nous parler? Je vais vous parler d'une review l'animal préféré du box sex par essence. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a dit tu vas voir, il y a un comics qui va sortir, c'est Marvel avec des chats. Il faut que tu l'achètes. Et je suis allée à la librairie et j'ai dit excusez-moi, est-ce que vous pouvez me commander Marvel Miaou? Et ils m'ont dit oui. Donc j'ai entre les mains Marvel Miaou, parce que du coup on est dans la version originale. Mais donc en français ça s'appellera Marvel Miaou si jamais ça sort en français, même si l'intérêt est plutôt limité vu qu'il n'y a pas de texte quasiment. Donc qu'est-ce que c'est Marvel Miaou? Marvel Miaou, c'est littéralement les chats des super-héros Marvel qui vont aller sauver leur gamelle et un peu le monde, viteuf, en aidant leurs propriétaires. Alors, je vous fais vite fait, il y a le chat, il y a un Flerken, donc ça, pourquoi pas. Il y a le Flerken de Captain Marvel, qui s'appelle Chewie, parce qu'en plus, ils ont des petits noms. Il y a un chat qui appartient à Black Widow, t'as le chat de Winter Soldier, t'as le chat de Mr. Sinister, t'as Loki qui se transforme en chat, attention spoiler, tu as le chat de Freya, enfin bref voilà, qui vont rencontrer au cours de leurs aventures donc tout un tas de héros Marvel bien évidemment, mais aussi d'autres créatures, des chiens fantômes, il y a un T-Rex à un moment. Vous allez croiser le héros préféré de Comics Outcast qui est bien sûr le petit Jeff le requin. Ah bon? Voilà, j'ai décrété que vous l'adoriez maintenant, puisque je n'étais pas là pour le défendre la dernière fois. Oui, je tiens à faire un petit reminder. Quand Jeff a été traité dans Comics Outcast, j'étais censée faire la revue et donc faire une revue enthousiaste. Et je n'étais pas là parce que j'étais malade. Et du coup, grand mal m'en a pris puisque le pauvre Jeff s'est fait descendre à coups de Kalachnikov. Voilà. Par quelqu'un, voilà. Allez écouter l'épisode. J'ai plus le numéro de l'épisode. Mais... C'est quelqu'un qui a cette table, sachant que tu n'y étais pas et moi non plus. Ah d'accord, ok. Voilà. Bah voilà. Bon, bah, je vous laisse faire la soustraction. Donc voilà. Donc Marvel Miaou, qu'est-ce que c'est? Déjà, rendons à César ce qui est à César. C'est sous la plume de Naofuji, que je ne connais pas du tout, mais qui a intégré Marvel aux alentours des années 2020 et qui depuis a fait plein de trucs, dont Black Cat, qu'on voit beaucoup dans Marvel Miaou. Et que dire, c'est mignon, ça sert absolument à rien, c'est inutile au possible, les histoires sont même pas très bien, mais si vous avez envie de voir Wolverine par exemple entouré de chats qui font miaou alors que lui il fait la tronche, bah, achetez Marvel Miaou. Si vous avez envie de voir Doctor Doom entouré de Doomscat en armure, achetez Marvel Miaou. Voilà, si vous avez envie de voir Loki qui fait semblant d'être un chat juste pour pouvoir troller son frère et son entourage et se rendre compte que la vie de chat, bah, c'est vachement cool, bah, achetez Marvel Miaou. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Achetez Marvel Miaou. Alors, qui se lance? Bon, moi, je l'ai lu. Moi aussi. Bah, lui aussi, moi, tu l'as lu. Bah écoute, j'ai eu le temps. Hein. Oui, pourtant, c'est pas ton genre, c'est des chats, ça te revient. Alors oui, non, mais justement, on va en parler. Hein. On va pas faire 2 heures, mais on va en parler. Ouais. Vas-y, fonce. C'est nul. Bah oui, c'est nul, mais c'est parce que c'est nul que c'est trop bien. Ouais, mais non. Toi, t'as pas lu Jeff. Alors justement, je vais y venir. Je les ai à la maison si tu veux. Oui, avec grand plaisir. Alors déjà, premier point, je sais pas, je crois pas que tu l'as dit. Du coup, c'est un webtoon à la base. Oui, hein, j'ai oublié de le dire. Effectivement, c'est un webtoon un peu comme Jeff. disponible sur Marvel Unlimited et dans la même collection que Jeff le petit requin. Par avance, désolé Gigos. Ah ouais. Bon, au-delà du fait que les chats sont des sales bêtes, bien sûr. Oui, team chien. En fait, mon gros problème, c'est que je n'ai pas trouvé ça drôle. Non. Mais vraiment, il y a des fois, je regardais la page, donc c'est souvent 2 pages d'affilée, puisque ça se lit souvent de haut en bas, et je suis là. Là, je suis en train de mimer les mains qui se lèvent. Elle est où la chute? Elle est où la chute, en fait?
Et alors, je suis sans doute pas la cible, hein, bien sûr, c'est encore plus avec des chats. Mais justement, comparé à Jeff, j'ai trouvé que Jeff, il y avait des blagues qui étaient drôles. Oui, Jeff. Ah, c'est marrant, je suis mieux pas quand du même. tout d'accord. Ah ben tu vois, là, ça ne m'a décoché aucun sourire, Ah, moi, ni il y en du a- en début, fait, ni à la fin. Il y a une vanne qui m'a fait mourir de Mais rire. Et puis voilà. donc au-delà du fait de la blague, tout ça, de faire des autour des chats, non, vous perdez pas votre temps. À la limite, regardez-le en ligne du coup, hein, puisqu'il y a un webtoon associé, mais non, mais gardez votre argent par pitié. Et donc effectivement, donc il y a même un crossover dedans, le crossover de tous les temps, puisque Bah oui, il y a Jeff. Il y a Jeff. Il y a Jeff. Non, mais non. Et toi, XT? Écoute, ça sera un nom global aussi, mais il y en a et quand même une case qui m'a fait mourir de rire, c'est quand un chat fait ses besoins sur Sandman. Ah oui, j'avoue. Et évidemment, le pipi caca à la rescousse, bien sûr. Ah Il y a des choses qui ne changent pas. Pareil, pas grand chose à en dire graphiquement. Pareil, c'est sur 2 pages. La moitié c'est un peu comme Jeff, et je trouve ça plus réussi parce que j'ai rigolé plus sur celui-là que sur Jeff. Et Jeff, je trouvais juste mignon, tandis que là, en fait, je le trouve pas mignon, je le trouve plus rigolo. Et du coup, ça. Mais bon, c'est sur 100 histoires. En fait, dans un numéro, il y a 100 histoires. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a presque une histoire par page, quoi. Et le numéro fait quoi, une 40-50 de pages. Non, arrête, c'est un S'il y en a une fascicule. vingtaine, c'est le bout du monde. Il n'y a hein. pas de Non. numéro Ah, de si, page. je Je sais pas. Non, il y a peut-être pas une vingtaine de pages. Je dois en Il y a avoir des une pubs en plus, trentaine, je rappelle, là-dedans. Oui, il y a des Ouais. pubs. Mais Après, on le redit, on se doute bien qu'on n'est pas la cible, tout ça, mais honnêtement, même sans être la cible, j'ai trouvé ça quand même Oui, non, c'est vraiment pas- fait les plages, quoi. c'est Honnêtement, pas- comparé à d'autres choses du même acabit. Ouais, non, là, c'était. non, c'est pas ouf. Non, mais à un enfant, je donnerais plutôt du Jeff, par exemple. Oui, enfin, Là, c'est vraiment pour les fans de chats, quoi. c'est ça. Moi, un enfant, je lui donnerai autre chose dont on parlera plus tard. On m'a donné lui les deux. Très bien. Donc, Marvel Méo, c'est un. Méo. Mais. Voilà. Le chat, quand il fait. Quand il crache sa boule de poil, là. Ouais, voilà. En plus, on l'a réduit en avance, puisqu'on n'est pas la miaou. Oh Mm. C'est vrai que j'aurais pu le garder pour Miou. C'est pas grave. La blague aurait été bonne, ça changerait des blagues habituelles. Très bien, nous allons pouvoir passer à la suite. Avant de passer à la deuxième partie de cette émission qui est donc le focus, petit moment pub réseaux sociaux. Alors où nous retrouver? Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, enfin non, on dit X, @ComicsOutcast, sur Facebook, sur le Bouillac Comic Club, sur Thread, c'est Comics Outcast aussi, il me semble. Blue Sky, c'est Comics Outcast également. Sur Instagram, c'est toujours Comics Outcast. Et évidemment, notre fameux Discord dont on vous parle souvent avec beaucoup d'enthousiasme, le Discord du Vaisseau Hypersensas, qui est donc notre label, sur lequel vous avez plein d'émissions, bien évidemment, mais j'aurai l'occasion de revenir dessus un peu plus tard. Dans tous les cas, si vous souhaitez rejoindre notre Discord et notre commu de l'amour, qui est tellement cool qu'on n'a même pas besoin de modérateur. Un plaisir. Incroyable. N'hésitez pas, rejoignez-nous. L'adresse du Discord est sur la plupart des réseaux sociaux du podcast. Donc voilà, rejoignez-nous. Après cette petite page de pub, nous allons pouvoir entamer le focus. Donc qu'est-ce que c'est le focus? C'est une œuvre terminée, décortiquée et expliquée. Voilà. Qui est-ce qui se lance? Je pense que ça va être moi. Allez, Regan. Et donc, pour aujourd'hui, nous allons vous parler de Seven to Eternity, un comics sorti entre 2016 et 2021. Et oui, d'ailleurs, on va en parler. Chez Image Comics et sous le label Giant Generator. Alors, le label est certainement arrivé après, puisqu'il a lancé, il me semble, après la série. Mais en tout cas, c'est le label de Rick Remender. C'est une maxi en 17 numéros, donc elle est finie. Elle est disponible en France chez Urban Comics. Elle était sortie donc, au moment de sa publication en VF en noir et blanc et en couleur en 4 tomes. Et elle est ressortie assez récemment, en fin d'année dernière, octobre, novembre l'année dernière, enfin en tout cas l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou l'année d'avant, enfin ça passe tellement vite, en intégrale dans un très beau volume unique en couleur. Donc au scénario, Rick Remender, célèbre scénariste comics qui nous a donné d'excellents comics que nous avons déjà review, comme The Sacrificer, Law et autres, évidemment Black Science, le comics pour enfants.
et des choses un peu moins bonnes comme Deadly Class, même si c'était quand même pas si mal, ou l'affreux Scumbag. Au dessin, nous avons l'incroyable Jérôme Opeña, qui a déjà travaillé d'ailleurs avec Remender, notamment sur Uncanny X-Force ou Fear Agent. Et avec Jodorowsky. Et Jodorowsky, tout à fait. N'hésitez pas, hein, lisez, c'est excellent. Nous retrouvons un certain Matt Hollingsworth, tiens donc, qui lui a travaillé sur Tokyo Ghost ou encore Witches, côté production de comics. Alors, de quoi parle Seven to Eternity ? Eh bien, tout est-il négociable ? Quel est le prix de chaque homme ? Dans le monde de fantasy et de magie, c'est la question que pose l'existence même du maître de Zal, donc la planète que nous allons suivre, qui s'appelle Garils Sulm. Je ne suis pas trop sûr de la prononciation, mais on va dire ça comme ça. Qu'on appelle aussi le maître des murmures ou encore le roi fange. Zebediah Osidis, père de Adam Osidis, et lui a toujours vécu selon des préceptes d'intégrité qu'il a placés au-dessus de tout. Et quand il poussera évidemment les autres Mosaic, ce sont les humanoïdes de ce monde qui sont dotés de pouvoir, sans entrer dans les détails, à ne pas céder à cette compromission que représente le maître des murmures, c'était déjà un peu trop tard et les murmures s'étaient déjà répandus. Alors en effet, pourquoi tout risquer quand il suffit de faire des compromis ? Donc lui et sa famille vont se retrouver en exil, loin de cette corruption et des mensonges répandus pour salir leur nom, qui deviendra littéralement une insulte, un synonyme de lâcheté. Les parias de l'histoire. Littéralement. Mais Garils finit par les retrouver et envoie son fils, le puissant joueur de flûte, pour forcer Zebediah à écouter sa proposition. Parce que s'il y a bien une chose qu'un tyran ne supporte pas, c'est les gens qui leur résistent, évidemment. Mais, comme je vous le disais, Zebediah place au-dessus de tout son intégrité et il préférera mourir que de céder. Malheureusement, ce poids qu'il portait retombera évidemment sur sa famille et plus particulièrement sur son fils Adam. Adam, qui du coup a déjà une famille au moment de cet événement, sa femme est Nivral, donc tous les 7. Et non ivrés, effectivement. Tous les 7 qui vivent dans cette petite ferme loin de tout, avec notamment parmi leurs enfants Luc et Cathy. Ce qui est important de noter, et qu'on apprend donc assez vite, c'est que le pouvoir du roi Frange, en plus donc pour faire des propositions, c'est de lire dans le cœur des gens et de savoir quels sont leurs véritables désirs. Et écouter sa position, et c'est déjà trop tard pour refuser, puisqu'il sait ce que tu le veux, il lit en toi comme dans un livre ouvert. Donc en gros, une fois le murmure écouté, le contrat est déjà passé, on est lié à lui, et quand on est lié au roi Fange, il voit ce que l'on voit, il entend ce que l'on entend, etc. On devient ses agents à travers le monde. D'ailleurs, on dit que si le roi Fange meurt, tous ceux qui ont écouté ses murmures mourront avec lui. Charmant. Mais Adam n'a pas le choix. S'il veut respecter la volonté de son père et mettre sa famille à l'abri, il doit donc tuer le roi Fange. Ce qui s'annonce quand même assez compliqué et assez... David contre Goliath. Hein. Ouais, et puis ça aura quelques conséquences quand même. Sans compter qu'en plus de partir dans une quête qui semble complètement impossible, il est mourant. Oui, tant qu'à faire, hein, c'est déjà si facile que ça de vivre dans un monde comme celui-ci. Donc il décide d'aller à sa rencontre directement et il va finir, donc je vous épargne les détails, il va finir devant Garils et Garils va lui faire sa proposition parce qu'il estime effectivement que c'est le meilleur moment pour régler ses comptes puisqu'il s'en fout de sa proposition, il est mourant. Donc il s'est dit, peu importe ce qu'il me propose, je le désinguerai à ce moment-là. Sauf que donc Garils lui fait sa proposition, je peux te sauver. Aïe, c'était pas ce que j'avais prévu. Coup dur. Et avant de pouvoir répondre, paf, si je puis me permettre, débarque un groupe, exactement, et pas de chat, débarque un groupe de rebelles mené par... ça des mercenaires pour... Ah non, pour le coup, chacun a des... Ils se font pas payer, hein, donc ils ont chacun des objectifs très purs. C'est plus par rapport au titre que je dis ça. On va y revenir. Donc débarque un groupe de rebelles Mosaic
qui attaque le roi Fange, avec notamment Pont-Levis, une sorte d'énorme créature avec une bouche en acier qui sert de portail. La Dame Blanche, un personnage mystérieux avec une lanterne qui a l'air d'avoir de puissants pouvoirs magiques. Gobelin, avec son troisième œil et sa sagesse. Mosaïque, une sorte de Frankenstein rapiécé. Simien, littéralement le healer du groupe. et littéralement la servante du roi Fange qui était avec lui juste avant. Donc c'est une femme qu'avait rencontré d'ailleurs Adam dans sa jeunesse. Et son pouvoir à elle est de lire dans les cœurs. Donc elle aide évidemment le roi Fange à trouver les bons murmures, si je puis dire. Et elle va le trahir pour essayer de se libérer évidemment de son emprise. Après une rude bataille, il kidnappe Garils pour l'emmener. Donc il kidnappe Garils et on apprend que leur but n'est pas juste tuer de Garils, c'est donc avec le risque forcément de tuer une partie importante de la population, mais bien de l'amener devant un mage qui pourra le couper de ses fidèles et pour en finir donc avec cette menace. Évidemment, un long trajet s'ouvre devant eux pour amener Garils et le faire juger par sa mort, hein, puisqu'on va peut-être pas le garder non plus. Un long trajet donc qui les attend. Le groupe évidemment part dans une quête de plusieurs mois. Il subira des pertes, des trahisons. Ils iront évidemment dans une ambiance un petit peu, on en parlera tout à l'heure, Seigneur des Anneaux, ce côté partir avec une compagnie de 7 personnes pour vaincre le mal, etc. Mais le roi des Murmures et Adam vont forcément passer du temps ensemble. Et comme je vous l'ai dit, le problème c'est qu'Adam a entendu la proposition du roi des Murmures. Et donc va se jouer toute une jouxte psychologique. Voilà. Ce n'est pas le syndrome de Stockholm, qui n'existe pas, on le rappelle, mais effectivement, il y a ce côté, il va être confronté à cette proposition. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois tout sacrifier pour ma famille, pour essayer de les sauver si je survis ? Est-ce que je vais trahir les gens qui essayent de sauver littéralement la planète ? Alors que, comme je le disais, l'honneur était le seul bien précieux de sa famille, littéralement. Voilà qui s'annonce compliqué. Je vous épargne toutes les péripéties qu'il peut y avoir sur le long du chemin et qui sont très intéressantes, dit en passant. Il y a plein de moments vraiment super cool de ce côté-là. Et alors, je ne vais pas vous raconter la fin, mais on va quand même avancer. Donc, ils vont finir par arriver au bout du chemin. Mais tu peux raconter le ton de la fin. C'est ça que je voulais faire. Donc, on va arriver au bout du chemin. Et le gros point fort de ce comics, sans vous en dire plus, c'est qu'on va assumer ses choix et ses actes jusqu'à la dernière page. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe ou de baguette magique. Il n'y a littéralement pas de compromis au niveau de l'histoire elle-même, j'entends, pas des personnages. Et on va vraiment jouer sa partition jusqu'au bout, tel le joueur de flûte que je vous disais tout à l'heure. Et c'est magnifique. Vraiment, c'est, je pense, un des meilleurs Rick Remender que j'ai lu. Donc voilà pour le résumé, hein, globalement. Là, je vais vous parler un petit peu de ce que j'en ai pensé. Déjà, la richesse de l'univers est incroyable. Ça déborde de cosmogonie, de magie, de lieux, de croyances, tout y est. Et pourtant, ce n'est pas craché au visage. C'est sous-entendu, je trouve, au niveau de l'accompagnement. C'est-à-dire que, évidemment, on n'a pas toutes les clés, on les découvre petit à petit, les croyances des uns, ce qu'on appelle le puits des âmes, etc. Tout ça, on découvrira au fur et à mesure de la lecture. Et on peut se permettre, vu que c'est un monde relativement post-apocalyptique et très pauvre et très désert. En fait, alors pour moi, c'est pas du post-apo, c'est de la fantasy. Mais oui, t'as un univers un peu... Tout est mort dans cet univers. Enfin, tout paraît mort, sauf à quelques endroits ponctuellement. Mais j'ai pas eu ce sentiment-là. Il passe par contre dans des coins désolés pour éviter de se faire capturer, effectivement. Ouais, mais il y a quand même plein de villes avec plein de vies. Le seul endroit où il y a plein de vie, c'est dans la ville céleste, quoi. Pas que. Quand ils sont chez les voleurs, il y a quand même pas mal de monde. Quand ils sont dans la ville forge, il y a quand même pas mal de monde. On va pas vous détailler évidemment tout ça, juste parce que y a des choses qui sont agréables à découvrir vous-même. Et en tout cas, voilà, on sent que c'est ce genre de récit où l'auteur, avant d'écrire, a fait tout un travail de créer un univers avant.
pas tellement Hickman qui vous lâche des petits bouts par-ci par-là, même si j'adore ça. C'est vraiment le truc, c'est que je donne du fond, du corps à mon histoire avant même de la raconter. Tout comme Tolkien pouvait créer des langues entières avant même d'écrire la première ligne d'un de ses romans. Donc on retrouve un peu cette richesse, je trouve, qui n'est pas étouffante et qui enrichit vraiment le récit. Le récit. À noter que le récit a connu beaucoup de retard, comme je vous l'ai dit, puisqu'il a commencé je l'ai dit juste avant, j'ai déjà oublié, 2016, il finit en 2021. Et pourtant, à la lecture, c'est transparent. Enfin, il n'y a pas de sentiment il s'est perdu en route, il a hésité, il est revenu. Ouais, c'est pas des sortes de publications Non, je pense justement qu'ils ont pris plutôt leur temps, notamment parce que Jérôme Epagna, je suis pas sûr qu'il puisse tenir une cadence aussi forte vu son level. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi je dis ça, c'est qu'on a en plus le parallèle avec Deadly Class, qui lui, par contre, a connu beaucoup de chaos sur le chemin. On sentait que l'auteur savait plus trop où il allait et il y a eu des moments de creux. Là, on n'a pas ce sentiment-là. Même si ça a pris son temps, ça a raconté ce que ça voulait raconter dès le début. Donc, comme je disais, il y a évidemment des ambiances un peu Lord of the Rings, hein, évidemment, pour le côté un peu fantasy, le côté un peu road trip, entre guillemets, avec cette compagnie qui part sur les routes. Je trouve que les points soulevés, notamment, sont très intéressants. Remender aime bien traiter de sujets en quelques mots des manières d'appréhender la vie. Par exemple, dans l'eau, il questionne l'espoir envers et contre tout. Là, dans Seven to Eternity, comme je dis, il questionne l'honneur envers et contre tout. Ouais. Et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Hein, j'aurais dit ça complètement autrement. Oui, enfin, en tout cas, pour moi, c'est à quel point tu peux corrompre quelqu'un. C'est pas une question d'honneur. Ça va avec. Est-ce que l'honneur est à tout prix ? C'est juste que. J'aurais pas encore une fois, je ne veux pas en dire plus sur le personnage principal, mais c'est quand même. Jusqu'où est-on prêt à aller ? C'est une sorte de corruption, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas ça que j'en retiens, justement. Mais même si. Je suis pas du tout d'accord sur cet aspect-là, pour le coup. Après, voilà, on l'interprète différemment. Mais en tout cas, pour moi, les deux séries sont vraiment échos dans leur personnage principal, qui vont avoir des trajectoires, par contre, complètement différentes, effectivement, genre à l'opposé l'une de l'autre. Comme je disais, pour moi, c'est un des meilleurs récits de Remender, littéralement, avec Fear Agent. Même s'il a fait d'excellentes autres choses, hein, mais c'est excellent. Petit mot sur le dessin, c'est magnifique. Magnifique. Jérôme Peña est au sommet de son œuvre. Il donne tout. C'est cohérent. Et pourtant, il se fait plaisir en termes de narration graphique. Il y a un bestiaire qui est magnifique. On retrouve un petit côté Black Science de Scalera, mais sans le... Scalera, il doit faire littéralement une nouvelle race toutes les pages, quasiment à cause du setup même de Black Science, où on passe d'univers en univers. Là, on est dans un seul univers, mais il y a quand même une vraie richesse de ce côté-là, et c'est magnifique. Et pour le coup, alors les goûts et les couleurs, mais le noir et blanc est incroyable pour Jérôme Peña. C'est marrant, parce que je pense qu'on l'a aimé pour complètement des différentes raisons. On est complètement... Comme quoi, mais je trouve que le noir et blanc est excellent sur Jérôme Peña. C'est pas du niveau d'un... Je parle pour le noir et blanc, pas la qualité du dessin. D'un Murphy qui vraiment explose en noir et blanc, mais je trouve que ça rend vraiment bien en noir et blanc pour le trait d'Opeña. Qu'est-ce que je pourrais rajouter avant de passer la main à mes petits camarades qui l'ont lu, enfin pour ceux qui l'ont lu. À noter qu'il y a un petit backup de 2 épisodes de James Harren. Enfin, je reformule. Un backup au dessin. Il n'y a qu'une seule histoire. Il n'y a pas de backup dedans. Avec James Harren qui n'a pas à rougir. C'est tout à fait propre. Enfin, c'était très très cool. Oui, c'est en continuité. Oui, ça marche très très bien avec le reste. Ça ne jure pas avec le reste qu'on peut déjà pu le voir ailleurs. Exactement. Ça fonctionne très bien et c'est pas un mauvais artiste. On s'en fout. James Harren s'il en est. Si je voulais quand même noter 2 points. C'est donc évidemment une petite ambiance aussi de soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser le rôle du méchant. Ce genre de phrases qui ont été prononcées dans Dark Knight prend écho ici. Et surtout, je voulais finir sur un petit détail avant de laisser la parole à XT. Le titre du comics, c'est du génie. Je ne vous dirai évidemment pas pourquoi. Alors faites attention parce que du coup en VF, vous allez peut-être le rater si vous ne faites pas attention, mais c'est du génie. Et ça montre qu'un auteur, quand il sait ce qu'il veut faire, ce genre de petit clin d'œil prend tout son sens, puisque vous apprendrez vers la fin pourquoi ça s'appelle Seven to Eternity. Alors que alors je rebondis tout de suite, mais alors que tu pourrais très, très bien pu le lire d'une autre manière, et en ce cas-là, il aurait pu être très mal nommé. C'est selon comment tu prends le sens. Alors non, c'est juste que la phrase est dite telle que dans le comics surtout. Oui, non, mais
sans spoiler, c'est compliqué, mais Oui, là pour Mais, le coup, ça vaut le coup de pas être spoilé. mais bon, disons que 7 est un chiffre qui bougera. Voilà. C'est surtout pour ça. Du coup, je me permets de rebondir là-dessus. Mais vas-y. Alors pour revenir sur le dessin, moi plus que le trait qui est en effet très beau, clairement ce qui fait le sel du truc, du livre, c'est la colo en fait. Pour moi, la colo est clairement au-dessus du dessin presque, tellement elle est incroyable la colo. Comme quoi, les goûts et les couleurs. Le dessin est très très Elle bon. est très bien, Elle- c'est elle- pour ça la colo. Hein, c'est pas- mais le dessin est très bien, rien à dire. Mais clairement, sans la colo, je trouve que le truc serait d'une tristesse sans nom. Et je trouve vraiment le noir et blanc triste et vide. Donc c'est pour ça que j'ai un avis extrêmement différent de mon comparse. Mais c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Du coup, c'est 2 éditions différentes. T'as la. En fait, comme je disais, Il y en a effectivement, eu ça c'est donc les tomes normaux qui sont sortis et en couleur et en noir et blanc, les 4 en 4 tomes. Ils ont ressorti en intégral après, mais c'est sorti en couleur aussi dans ce format-là. D'accord, mais genre le premier, il est sorti en noir et blanc et Les ensuite deux, ils ont... en fait. Au moment où ça s'est sorti en sous 4 formats, à chaque fois, tu vois et version noir et blanc et version couleur. Ah, T'avais le choix, en fait. intéressant, choix éditorial intéressant. Et du coup, pour. Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, mais pas de souci. Pour continuer aussi sur la partie de notre personnage, en fait, c'est un personnage qui. On pourrait. Ce que je trouve très fort, et ce que fait un peu aussi Remember dans Fear Agent, hein, il a un peu ces mêmes archétypes de personnages, dans ces mêmes arcs de personnages pas parfaits, qui ont beaucoup de doutes, mais qui au final ne vont jamais changer. En fait, ce personnage, il est comme ça au début, il sera comme ça à la fin. Il est complètement. Et en fait, la seule différence entre le début et la fin, c'est qu'il va s'affirmer à ce qu'il est vraiment. Et c'est ça une des particularités que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien chez Rick Remember, mais c'est jamais très joyeux avec lui. Hein, mais c'est quelque chose où ces personnages sont très. Sont pleins de cicatrices, de blessures, mais aussi beaucoup de défauts. Et ces défauts, à chaque fois, ces personnages essayent toujours de les dépasser, d'aller au-dessus de ces défauts. Et typiquement, où là tu parlais d'honneur, où en effet il est dans sa famille, il a l'honneur de sa famille sur ses épaules, mais lui il est pas comme ça. Il est clairement pas comme ça. Dès le début, il le dit plus ou moins clairement qu'il est pas comme ça. D'accord, mais vas-y. Dès le début, pour moi, enfin, je le dis clairement, c'est un connard fini dès le début en fait. Et il y a aucun doute là-dessus. Je voyais, enfin, dès le début, je voyais venir la fin. Pour le coup, je m'attendais à un truc comme ça à la fin. Et le simple fait qu'il aille jusqu'au bout de ça, moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'en fait, on va voir cette espèce donc le roi des murmures qui va essayer de corrompre notre personnage. Et lui va être partagé entre l'honneur de ma famille, mon héritage, donc là où tu parlais d'honneur, et la corruption de ce que je suis vraiment, et de comment je laisse aller à mes propres désirs et ce que je veux vraiment. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très très fort parce qu'il arrive à avoir cette dualité, et ce personnage qui essaye d'être bon ou quoi que ce soit, qui au final, pendant tout le récit, se battra pour le bien de tous, ne restera qu'un homme égoïste comme tant d'autres. Et c'est ça que je trouve vraiment magique, là, enfin magique, pas vraiment le mot, là-dedans. Et donc ça, c'est vraiment pour moi le cœur du récit. Ouais. Là où je suis assez d'accord sur cet univers qui est très bien construit, c'est qu'en fait, alors d'une manière d'expliquer, c'est un peu genre, on va avoir un petit côté jeu vidéo d'une certaine manière. Alors on va avoir des zones, on va avoir la zone du marécage, la zone céleste, la zone machin, et on va passer. La fantasy globalement. bien sûr. Non, mais c'est pour dire, on retrouve le même Voilà. trope dans les mondes de fantasy. Voilà, mais on les enchaîne les uns après les autres, quoi. Et on n'y revient pas. C'est des lieux où on y est allé une fois, on n'y revient pas. C'est vraiment comme un voyage de bout en bout à la base pour emmener le roi des songes en prison pour une prison auquel il n'aurait plus d'impact sur ses victimes. Et ce passage des zones, ce qui est incroyable, c'est en effet graphiquement, et donc moi je disais particulièrement au niveau de la colo, le travail est magnifique quand on passe entre les zones marécageuses, où aussi on voit la fille de notre personnage principal et ses enfants qui auront leur part très importante dans l'histoire aussi. Il y a toute une part d'héritage de... Toute l'histoire de la famille qui va venir là-dedans, qui est aussi chez Remember quand même, qui va du coup être une espèce de... le pendant positif de notre personnage. En fait, tout le positif de notre personnage est concentré dans sa famille, mais tout ce qu'il est vraiment lui, tout le côté négatif, c'est lui en fait. Enfin, il y a vraiment un côté il a deux parties en lui, c'est sa famille et la partie bonne en lui, et le reste est lui, est complètement fondamentalement mauvais pour moi. Et je trouve que c'est comme ça depuis le début. Sentiment, c'est marrant. Bon. Vraiment, c'est
pour moi, c'est vraiment comment un personnage va se faire corrompre et se laisser aller à ce qu'il est vraiment, à ce qu'il a toujours été au final. Et c'est pour ça que je dis qu'entre le début et la fin, pour moi, le personnage ne change pas. C'est juste, il est devenu bon à cause de son honneur qu'on lui pose au début. Donc après, il y a un côté très shakespearien dans cette histoire-là. Vraiment, c'est quelque chose, un côté dénuctable à ce qui va arriver, même si on le sait pas. Mais comme je disais, moi, je voyais le venir à la fin, vraiment comme un nez au milieu de la figure sur comment c'est arrivé. Mais peut-être parce que aussi je connaissais les autres œuvres de l'auteur qui ont des personnages similaires. Vraiment, ce côté-là est assez incroyable. Et surtout quand le fameux roi des murmures, qui est censé être le grand méchant, il y a une espèce de balance qui commence, qui fléchit d'un sens ou dans l'autre au fur et à mesure de l'histoire, qui est presque pire que pire. Enfin bref, je veux pas trop en dire. Mais ouais, ça m'a beaucoup marqué. C'était très intéressant. Et c'est aussi en effet un de mes titres de Remember préférés de mon côté. Il y a un côté très crépusculaire à cette histoire. Hein, donc tout semble fin. Enfin, ce monde, même s'il est fantasy, c'est pour ça moi je parlais un peu de post-apocalyptique. En effet, c'est pas le mot parce que c'est pas post-apocalyptique, mais il y a vraiment un côté crépusculaire même aux environnements. Je trouve, la vie a pas l'air drôle pour qui que ce soit dans ce monde-là, quoi. Et hormis dans ceux qui vivent le côté céleste. Donc, c'est ce que je voulais peut-être plus dire comme ça. Donc oui, vraiment un énorme coup de cœur de mon côté. Par contre, un truc un peu curieux, c'est de mon côté, la première fois que j'ai lu, j'ai pas du tout aimé. Alors, il n'a pas reçu, en tout cas au moins au début, et en fait, je trouve que le début est mauvais. Et pas mauvais, non, c'est pas le mot. Mais il est pas très bien en fait. Il y a un manque de rythme, il y a trop de choses qui sont balancées, il y a soit trop de richesse, soit pas assez. Il y a une espèce d'entre-deux que je trouve le début pas très bon en fait dans son entrée en matière. Et je trouve que le récit n'est que de mieux en mieux au fur et à mesure. Je veux dire, les 3 premiers euros, je trouve vraiment en dessous du reste, par exemple. C'est vraiment un récit que je trouve qui prend de la valeur au fur et à mesure de la lecture. Et c'est la fin finit en apothéose, tandis que vraiment le début, et je trouve ça met un peu de temps à rentrer dedans, quoi, pour moi. Et c'est pour ça que la deuxième lecture, j'ai beaucoup plus apprécié, parce qu'il m'avait laissé un goût de... Quand même, relis-le, parce qu'il y avait des trucs bien dedans, et à la relecture, je me suis dit, ah oui, ouais. Alors que la première lecture m'avait un peu laissé de marbre à cause de ce début un peu en dents de scie pour moi. Je rajouterais juste une petite info, donc effectivement, comme on me le fait remarquer, merci à nos patronautes, notamment Guillaume, il y a eu le Covid, évidemment, au milieu de la publication globalement, et apparemment il a aussi eu des pertes de son côté, donc qui explique aussi que son travail ait pu prendre du délai. Et non, bah écoutez, j'ai envie de dire, let's go les enfants, n'hésitez pas. Alors moi j'ai feuilleté, et si je puis me permettre, je préfère en couleur. Ah mais les goûts, les couleurs. Voilà. C'est le cas de le dire. Bah oui, les goûts, les couleurs. En tout cas, de toute façon, c'est disponible en couleur, en intégrale sur Urban. Les noirs et blancs étaient des éditions qui ne se retrouvent plus aujourd'hui. Donc de toute façon, la question ne se pose pas. Bah peut-être que les noirs et blancs peuvent se trouver en seconde main. Alors, vu que c'est des éditions entre gros guillemets, d'énormes guillemets collector, en tout cas, ça sera peut-être plus cher, surtout de les trouver en noir et blanc que de les trouver en couleur. Ok. Oui, mais si vous êtes un puriste et que vous voulez contre, du noir et blanc... Faites-vous plaisir. Voilà, pourquoi pas. Très bien, merci les garçons. C'est bon, je crois qu'on va pouvoir passer à la 3e partie de l'émission. Très bien, alors avant d'aborder la 3e partie et dernière partie de cette émission, petite zone de réclame encore une fois. Cette fois, je vais vous parler du Patreon, parce que qu'est-ce que le Patreon ? Le Patreon, c'est un abonnement, entre guillemets, que vous nous offrez et qui nous permet, nous, de payer le loyer du studio, puisque nous sommes gentiment accueillis par Studio 17, qu'on remercie encore et à qui on fait des gros bisous, évidemment. Ça nous sert à changer le matériel, éventuellement faire appel à des frais exceptionnels en cas d'épisodes exceptionnels. Enfin, j'en dirai pas trop, mais normalement, wink, wink. Voilà, wink wink. Donc voilà, donc notre Patreon, c'est patreon.com/vaisseau hypersensas, puisque donc c'est pas un Patreon Comics Outcast, mais un Patreon du label, puisque donc notre label, c'est un label qui vous propose des émissions sur le jeu de société, sur le jeu de rôle, sur le cinéma, sur tout un tas de thématiques qui peuvent être susceptibles de vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller fouiller dans la grande besace de Vaisseau Hypersensas.
Et côté Comics Outcast, eh bien, nous aussi, on vient de sortir une autre émission, on vient de sortir un petit bonus. Alors, si vous suivez Comics Outcast, vous avez entendu parler du grain de sable, ou les grains de sable. Le grain de sable Les grains de sable. Les grains de sable. Excusez-moi, j'ai mal fait mon travail. Qui est déjà une émission bonus consacrée à Sandman, qui paraît environ une fois par mois. Et nous avons sorti un autre bonus qui s'appelle Croissant Outcast, dans lequel nous allons vous parler de BD francophone, donc du comics sorti en français, mais aussi de la BD franco-belge, par exemple. Donc n'hésitez pas à jeter une petite oreille, on a sorti le premier numéro il n'y a pas très longtemps, voilà, faites-nous vos retours. Même pas. De quoi ? J'y il y a 7 jours, même pas. Voilà. Donc faites-nous vos retours, dites-nous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous faire vos suggestions sur le fameux Discord, voilà, ou sur les réseaux sociaux. Si jamais il y a des titres dont vous avez envie qu'on parle, on vous promet rien, mais ça peut rentrer dans notre tête sans sortir par l'autre oreille. Voilà. Hors les bulles, qu'est-ce que c'est ? Hors les bulles, c'est la catégorie de l'émission dans laquelle on va vous parler comics, mais pas comics. Je m'explique. Une série, une exposition, un film, un jeu, tout ce qui traite de l'univers des comics mais qui n'est pas un livre. Voilà, donc ce soir, mes petits camarades vont vous parler... Oui, je n'ai pas oublié. Je les vois en train de me faire des grands gestes, ne vous inquiétez pas. Donc mes petits camarades vont vous parler de Merry Little Batman, mais juste avant, on va faire une petite digression parce que Regan est allé à Angoulême et il avait envie de nous en toucher quelques mots. Oui, alors je vais la faire courte, mais effectivement, donc, j'ai pu me rendre à Angoulême le samedi. Grand festival de la BD, international de la BD, le FIBD, comme chaque année. Et voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y avait une sacrée ambiance. Pour vous dire déjà que, pour ceux qui suivent les actualités, vous le savez, mais donc il y a 2 Fauves d'or qui ont été attribués à des comics, avec... la meilleure série, si je dis pas de bêtises, avec The Nice House on the Lake, et le meilleur BD tout court, si je dis pas de bêtises, avec Monica de Daniel Close. Donc une magnifique reconnaissance. Alors pour autant, malheureusement, effectivement, les sélections côté comics étaient assez faibles, alors qu'il y a eu des choses très très cool. Globalement, qu'est-ce que je retiens de ce passage ? Bon, d'abord, évidemment, il y avait des tas de gens fort sympathiques. On salue notamment le stand de Panini, qui était... non, c'était la Pulps qui s'occupait du stand. Donc, et on aime Pulps. On aime bien Pulps, effectivement, puisque nous y passons assez souvent. Ce n'est pas une pub, c'est juste la réalité. Nous passons souvent récupérer nos comics par là-bas. Non, qu'est-ce que je retiens ? Je retiens effectivement que le manga s'est émancipé. Ils avaient ce qu'on appelle une bulle, donc leur propre zone directement à côté de la ville, à côté de la gare d'ailleurs, qui était très moderne, très skatepark, etc. Et c'était sympa, c'était plutôt agréable. Le comics c'était clairement quand même le parent pauvre globalement en termes de stand, en termes de présence globalement, même s'il y avait Urban Comics qui avait son stand. Comme je disais, Panini était plutôt dans la bulle manga, justement. Et voilà, 2-3 autres exposants, mais c'était quand même effectivement un petit peu... Il y a 404 comics aussi. Mais pour vous dire, voilà, c'était un petit peu malheureusement moins mis en avant, en tout cas, que les mangas cette année, ou que, bon, évidemment, le franco-belge. Ce que je retiens, par contre, beaucoup de monde. C'est très compliqué d'accéder aux bulles sans avoir... un temps d'attente infini. À noter donc que j'ai eu le temps de faire juste 2 expositions, malheureusement. Ça passe très vite une journée, je ne le cache pas. Une était sur le alors je sais pas comment ça se prononce, mais Dracula sans les voyelles, qui est un nouveau manga qui doit sortir. C'était assez décevant. Pour vous, c'était des projections dans une sorte d'église. Une petite église, c'était pas dingo. Par contre, il y avait l'exposition, je viens d'oublier... Dracula ? Non, ça c'est ce que je viens de dire pour ceux qui suivent. Non, le samouraï, le renard avec... L'habitant de l'infini. Merci, l'habitant de l'infini, qui était une très belle exposition avec des originaux.
C'était très très cool pour le coup, ça par contre. Une très belle exposition avec une belle mise en avant avec ces différents travaux qu'il a menés avec des styles assez différents d'ailleurs. C'était plutôt très sympa. Donc non, après c'est vrai qu'une journée passe très vite, hein, je vais pas vous mentir, donc j'ai un peu couru. Je pense que l'année prochaine on essaiera de se poser un peu plus, de prendre le temps de voir des artistes, voir des éditeurs, etc. Mais là, c'est vrai que c'était un petit peu court, mais j'ai passé un bon moment. On a pu échanger avec quelques auditeurs et quelques personnes, donc c'était plutôt cool, en espérant voir le comics briller d'autant plus après ces 2 victoires magnifiques aux Fauves. Merci pour ce petit bilan. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Donc au prochain Comics Podcast, janvier 2025, c'est ça? Ouais, bah écoute. D'ici là, on aura l'occasion de parler de la PFF, qui sait. De la Ah oui, PFF. Paris à chaque fois, Fan je suis là, genre. Festival. Mais non, ce n'est pas. C'est PFF. Et ben, du coup, Merry Little Batman, et pas My Little Batman comme j'ai noté, mais ce n'est pas My Little Pony. Je fais des obsessions dans la vie des fois. Merry Little Batman, qui est-ce qui se lance? Vas-y, ça va, c'est parti. Merry Little Batman, donc par contre, j'ai pas noté sur quoi c'était sorti, évidemment, c'est Disney+, si je dis pas de bêtises, ou HBO Max. Perdu. HBO Max, je sais pas. C'est Prime Video. Prime Video. Du coup, oui, d'ailleurs, c'est vrai. Donc réalisé par Mike Ross. Donc on va suivre les aventures de Damian Wayne, tandis que Papa Batman est bloqué en Antarctique, au pôle Nord, avec son vaisseau pour arrêter des méchants. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand on laisse un enfant seul à la maison? On essaye de faire comme papa et de devenir un super-héros. Et donc, on va voir aussi les aventures de notre Batman, à qui son père lui aura tout d'abord légué sa ceinture à Gadget. Notre petit personnage, Damian Wayne, qui admire toujours son père, on voit quand même, avant que Batman se perde dans son pôle Nord, on voit leur vie de famille où il dit papa, laisse-moi lancer les batarangs, papa, moi aussi je veux casser la gueule aux méchants. Tu fais vachement bien le petit enfant agaçant. Il fait très bien le Damian Wayne. Oui. Et donc on voit tout ça, et évidemment quand papa n'est pas là, c'est le moment de faire toutes les bêtises. C'est vraiment, et le démarrage, c'est vraiment maman, j'ai raté l'avion, quoi. C'est-à-dire qu'il commence à être chez lui, il se dit j'ai toute la maison rien que pour moi, je vais pouvoir manger n'importe quoi, voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, on a une équipe de voleurs qui vient cambrioler le manoir. Et là, Damien se dit c'est mon moment. Et là, il y a un moment un peu hyper satisfaisant qui se passe, où notre personnage se trouve à descendre dans la Batcave, à regarder les costumes, à regarder la fameuse énorme pièce de double face, le fameux carte du Joker, donc cette Batcave un peu assez fascinante, dans un style visuel que je n'ai pas présé et extrêmement satisfaisant. Enfin, il y a quelque chose de ce style visuel qui est super. Vraiment, très Nickelodeon. Ouais, voilà, très Nickelodeon, mais en plus avec un petit côté sombre juste qu'il faut pour que ça soit du Batman, qu'on soit dans cet univers-là. Et pourtant, avoir gardé un peu ce côté enfantin, plutôt agréable à l'œil, qui soit hyper large et très très créatif. Il y a vraiment quelque chose de créatif dans ce dessin, je trouvais. Donc il descend dans cette Batcave et là, il regarde les costumes. Et là, il se rend compte que papa m'avait préparé un costume, tandis qu'il voit un costume de Batman devant lui. Alors il ouvre il se dit bon, je vais prendre le costume. Et là, pareil, une vidéo de son père qui lui dit Damian, si tu as mis ce costume, c'est que je suis mort. Et donc je voulais pas que tu fasses ça, mais je sais que c'est en toi, que tu devras prendre cette responsabilité. Mais par contre, si je suis pas mort et que t'es en train de faire des conneries, petit con, je vais t'avoir. Donc on a vraiment le côté du père qui essaie de récupérer son gosse. Alors évidemment, Damian Wayne met ce costume qui est beaucoup trop grand pour lui, mais évidemment c'est un costume de Batman, donc il va immédiatement s'adapter à sa taille. Et s'ensuit ensuite le petit cassage de gueule des méchants en règle, façon maman j'ai raté l'avion, à coup de glisse sur du beurre, prends-toi un livre, les petits secrets du manoir. Mais en fait, Damian, il y a un truc dans tous ces gars de Noël auquel il tient particulièrement à cœur, c'est sa ceinture que son père lui laisse à garder, ceinture à Gadget. Et va s'en suivre en fait après diverses péripéties pour Damian, qui va s'aventurer, rencontrer divers vilains de l'univers Batman. Donc on va rencontrer le Joker, on va rencontrer Poison Ivy, on va rencontrer
Bane qui m'a fait mourir de rire et le pingouin et d'autres personnages que je n'oublie, et évidemment aussi je dirais on n'a peut-être Catwoman dans le film, mais sous la forme d'un vrai chat. Voilà. Et donc on va voir ces diverses aventures qui sont plutôt drôles, plutôt sympas. On parle d'un film quand même qui dure 1h30, donc il y a un côté très il y a du dynamisme, ça bouge quoi, et le film n'est pas ennuyant. Il y a vraiment un vrai rythme qui se garde, et il y a un vrai respect des personnages. Donc donc pour l'histoire ça va jusqu'au bout, et puis après évidemment on va avoir ce défi de personnages on va arriver sur évidemment le fameux tout est bien qui finit bien, avec Batman qui revient avec Damian pour se sortir de tout le bourbier et récupérer la ceinture pour à la fin, sans spoiler, bip, voilà. Quand dire que... Alors, c'est clairement un film orienté qui-dulte. Non, je rigole. Donc, pour les enfants comme pour les adultes. Évidemment, plus orienté pour les enfants. C'est-à-dire que le film est clairement orienté pour les enfants, mais qui est très agréable aussi à regarder en tant qu'adulte, parce qu'il y a plein de choses à se mettre sous la dent. Ne serait-ce que le plaisir du côté graphique, le côté drôle, en fait, et drôle pas bête, et drôle vraiment marrant un peu. C'est pas pour les bébés. C'est un divertissement familial. Voilà, c'est un divertissement familial, en effet. On n'est pas sur du chef-d'œuvre, loin de là. Mais on a vraiment des partis pris intéressants sur les personnages, sur comment ils sont traités. On reprend, pour ceux qui avaient déjà vu la série Harley Quinn, on a le Bane de la série Harley Quinn dans une... Alors pour moi, c'est pas ça la ref, mais ce côté un peu bête, un peu marrant, quoi. On a des scènes de bagarre qui sont vraiment originales et qui ont plein de bonnes idées dans sa manière de dérouler, de comment comment elles vont se dérouler. On va avoir des trains autour d'un... un train dans un magasin de jouets, pas dans un magasin de jouets, mais dans un centre commercial qui va autour, et qui vont avoir des bagarres sur le train. Ça permet de faire une bagarre dans le train, le truc qui marche super bien dans plein de films. Et là, ils le font une version plus enfantine dans une version centre commercial un peu plus petit, etc. Et ça marche vachement bien. Le respect de nos personnages est là, c'est drôle. On passe un moment, il y a tous les petites astuces les petits clins d'œil à Batman, entre les batarangs et les machins qui sont là. Batman n'est pas du tout un personnage sombre, pour le coup. C'est un personnage c'est vraiment l'histoire d'un papa qui essaie de gérer son gamin, hein. On en rigole sur 2-3 points, sur le côté sombre. La fameuse charge mentale, oui. Mais voilà, c'est... Oui, la fameuse. Mais oui, clairement, c'est juste sur l'histoire d'un papa et de son fils, et c'est plutôt drôle, quoi. On passe un bon moment. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le côté graphique, voilà, comme je disais au début, et puis voilà. Again. C'était cool. Franchement, c'était cool. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Il y a de super musique. Très bon choix de musique. Du début à la fin. Des musiques assez originales et qui collent bien selon certaines scènes. C'est super bien animé. C'est-à-dire qu'au-delà du style de Nickelodeon, effectivement, c'est fluide. Il y a de très belles animations, globalement. Bon, voilà, il y a un petit côté maman, je l'avion au début, mais c'est pas le. Non, c'est pas le cœur du. C'est juste, c'est voilà, c'est un petit bonus entre guillemets de démarrage, et après ça raconte d'autres choses, hein, quand même. Pour moi, le Bane et Ivy, c'est surtout ceux du film pour lequel ils font référence, avec la version dégueulasse qu'on avait eu droit dans la version ciné. Du film. Pas de Nolan, non, sur le film. Batman et Robin. Batman et Robin. C'est le Robin ou le Return, je me rappelle, mais pas le Return. Batman et Robin. Avec je pense que c'est le Robin. Uma Thurman. C'est exactement. Donc Batman et Robin, tout à fait. Mon préféré. Tout à fait. Ce que je trouve sympa, et je trouve comme détail sympa, c'est que les vilains, ce sont des vieilles carnes. Ils sont grabataires. Hein. Tu as Bane, tu as les veines apparentes d'un vieux bodybuilder qui se serait laissé aller. Poison Ivy a les cheveux blancs. C'est vrai que c'est un peu folle. Et oui, et tu as le pingouin par exemple qui est sur une sorte de mini scooter déambulateur. Donc c'est que des vieux en fait, c'est que des grabataires. C'est marrant ça. Je trouve l'idée plutôt sympa, qui donc contraste d'autant plus avec Damien qui est du coup très jeune. Donc il a 8 ans. Oui, c'est ça. C'est peut-être justement vu dans les yeux d'un enfant, aussi, dès que tu as la trentaine, tu es déjà vieux, quoi. Ouais, il y a un peu de ça aussi. Mais là pour le coup, je pense que c'est vraiment ce qu'il voulait, parce qu'après on le voit aussi avec Batman derrière. Comme on dit, c'est pas pour les bébés, c'est-à-dire c'est juste très sympathique globalement. Ça prend pas pour des idiots. Il y a alors encore une fois, c'est pas des grandes intrigues, mais
Il y a un point intéressant avec Damian et sa relation avec les vilains qu'on voit vers la fin, qui est plutôt maligne. Je trouve que c'est assez sympa comme approche. Et on passe vraiment un bon moment. Honnêtement, franchement, c'était vraiment très très cool. Une bonne surprise. Donc c'était clairement pour Noël, hein, évidemment. Ambiance, on vole les cadeaux et on sauve Noël. C'est en quoi? Enfin, ouais, ça se regarde en Et contexte, ça se regarde- non, mais bien sûr, tout Ouais. comme je vous invite à regarder Klaus sur Netflix, évidemment, qui est un film magnifique pour regarder toute période de l'année. Mais c'est juste pour dire, évidemment, s'il y a une thématique Noël aussi qui ressort dans le film. Non, franchement, pas au moment. Le casting vocal est très cool, globalement. Pas forcément les voix habituelles, hein. C'est ni Marc Hamill ni quoi que ce soit. Alors, j'ai pas retrouvé le nom, on nous les a partagés. Non, mais il y a Luc. Ouais, c'est un acteur de Mystic West, j'aurais pas son nom, je suis désolé. Mais en tout cas, globalement, le casting vocal est vraiment bien. Le chara-design est cool. Ouais, franchement, on passe vraiment un bon moment, quoi. Que demande le peuple, j'ai envie de dire. Je m'attendais à une daube. Hein. Enfin, Ah ouais, à ce point-là, ouais. Enfin, je m'attendais à un truc naze. Et j'étais vraiment surpris en bien, quoi. Et déjà, première surprise qu'on a eue, donc quand on a commencé à regarder pour un HLB, sur le coup, je pensais que c'était, je sais pas le seul, il existait aussi, que c'était genre un short de Noël de 20 minutes, 30 minutes, tu vois, un truc comme ça. Non, 1h30 avec plein de bonnes choses dedans. Donc écoutez, fort sympathique. Ah, vous m'avez presque donné envie de regarder du Batman. Ah, t'imagines, on tombe Oh bien là bas. là Hein. là 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 là. Comme quoi tout arrive. C'est ça, c'est le miracle de Noël. Super. Si vous n'avez rien à rajouter, je crois qu'on va pouvoir conclure cette émission. Mais oui. Très bien, donc Comics Outcast est une émission de vaisseau hyper sans sas. J'espère que vous avez apprécié le temps que nous avons passé ensemble à parler comics. Nous, on l'a apprécié en votre Oui. compagnie. Petit tour de table traditionnel pour savoir où on peut vous retrouver, XT. Vous pouvez me retrouver sur Blue Sky, qui est maintenant ouvert à tous à l'heure où je vous parle. C'est vrai. Et sur le Discord du VHS principalement, parce que bon, je passe sur Blue Sky, mais pas trop. Mais voilà. Ça marche. Regan, où peut-on te retrouver? Alors, la vieille litanie. Gérovite sur Instagram, Gérovite. Sur Twitter, Prigmore. Et sur tout le reste, normalement, Regan, si tout va bien. Et évidemment, sur le Discord, bien évidemment, du vaisseau hyper sans sas. À faire 1 milliard de choses. Il va falloir que j'en fasse un petit peu moins d'ailleurs. Mais Oui, il faut prendre soin de soi. Mais oui. Et donc, comme on disait, le club de lecture qui a démarré. Bientôt d'autres choses à venir si tout va bien, donc on aura l'occasion d'en reparler. Oui, on vous tiendra, restez tunés comme on dit, on vous tiendra au courant pour les grands moments de l'année de Comics Outcast qui vont pas tarder à décoller. Voilà, on va dire ça. Voilà. Quant à moi, vous pouvez me retrouver @luxbox sur Blue Sky, @crazyluxbox sur Instagram, et je viens de découvrir Biril. Voilà. Oui, j'ai vu qu'il y avait pas. Je connaissais même pas. Voilà, bah écoute, le principe de Biril, c'est tu reçois une notification, tu prends une photo de ton environnement et tu as droit à des bonus si tu le fais dans les temps. Et Ah, c'est pas pour moi, ça. Voilà, bah non, c'est pas pour toi. Je confirme. Toi qui aimes le charme de ton intimité, ce n'est Je pas du tout pour confirme. toi. Et moi, je suis Mais voilà. foutu, hein, parce que je suis foutu. T'aurais juste une photo de moi, de mon écran d'ordi du boulot. et ça Ouais, aurait bah été j'en emploi du ai, j'ai temps. des contacts, c'est un peu ça. Mais voilà. Enfin bref, donc ça m'amuse. Si vous voulez me rejoindre, c'est @crazyluxbox aussi. Surtout Voilà. à l'heure du goûter. Surtout à l'heure du goûter. Oui, mais il n'y a pas forcément de Biril à l'heure du goûter, donc je suis frustrée, tu vois. Je suis là avec mon goûter, j'attends ma photo et elle ne vient jamais. Donc je suis obligée de le manger. Très bien. Eh bien, bonne soirée. Même. À bientôt pour la 221. À très bientôt. À Bisous, plus. bisous. Bisous. Fin de transmission.